Alors bonjour, bienvenue. Si vous tracez une ligne droite depuis ici dans cette direction, vous allez d'abord passer vers les Giardini della Biennale, où il y a la Biennale d'architecture en ce moment, et il y a donc les pavillons nationaux. Et puis vous allez plus loin, toujours dans la même direction. Derrière, il y a deux autres îles. Il y a l'île de Sant'Andrea et le Lido de Venise. Et ces trois lieux sont connectés par les histoires qu'on va entendre aujourd'hui dans cet espace. Ici, sur l'île de San Giorgio Maggiore, il y a l'exposition Homo Faber, et dans le cadre de l'exposition, un pavillon très particulier, celui de la Fondation Bettencourt-Schueller, qui est entièrement construit en terre. La structure est construite en terre. Là-bas, au Giardini, se trouvent les pavillons nationaux de la Biennale, dont le pavillon français, qui est consacré au lieu infini. Et puis, plus loin, sur les deux autres îles, au Lido et à Sant'Andrea, il y a 2 mois et demi, un groupe d'étudiants de design, d'architecture et d'art ont travaillé, encadrés par 2 collectifs, les Bâtisseuses et Amani One, un projet bien particulier dont on veut parler un peu aujourd'hui. Et le lien entre ces 3 lieux, par la proximité géographique comme ça, alignée, qui est due tout à fait au hasard, seront justement explicités pendant les interventions qu'on va avoir dans un moment. Nous avons avec nous un des curateurs du pavillon français à la Biennale, Nicolas Delon, puis l'architecte Feda Wardak, qui est un des fondateurs du collectif Amani One, et puis l'artiste Agnès Prévost et l'architecte Dunia Fert du collectif Les Bâtisseuses. Donc, bienvenue au Squero, cette salle et studio télé où pendant toute la durée de l'exposition Homo Faber, on accueille les faiseurs et les penseurs de l'artisanat, de l'art, de l'architecture, du design, de la créativité européenne pour entendre leurs histoires, leurs projets, leurs visions, leurs expériences. Et je vous donne la bienvenue, bien sûr, au nom de la Fondation Bettencourt-Schueller, qui est notre partenaire pour l'exposition et qui a organisé les sessions d'aujourd'hui. Je vais donc d'abord demander à 3 de nos 4 invités de faire des présentations, chacun sur un thème particulier, et ensuite on invitera la 4e invitée, et tous ensemble on aura une discussion et vous aurez aussi la possibilité de poser des questions. Et pour poser le décor, je vais inviter le cofondateur de l'agence Encore Heureux et qui a été chargé de créer le pavillon français à la Biennale d'architecture 2018. Je vous prie d'accueillir Nicolas Delon. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc, l'idée ici est de vous présenter un petit peu le pourquoi de ces connexions, des connexions géographiques, mais aussi des connexions historiques sur nos métiers d'architectes, de concepteurs, de designers. Aujourd'hui, il y a un décloisonnement très fort de ces différentes catégories et on se rend compte que de plus en plus de choses sont connectées. Elles sont connectées car il y a urgence à nous connecter aux besoins de transition qu'il faut engager face aux défis de notre époque, des défis qui sont gigantesques. Nous n'avons pas choisi de naître et de vivre dans ce temps-là, mais il se trouve que nous devons affronter ces défis, comme en son temps Venise a affronté les défis des invasions barbares qui ont fait que des gens sont venus se réfugier dans les marais car les chevaux ne pouvaient pas atteindre ces marais-là. Et l'histoire de la ville de Venise vient de cette vision et de cette urgence à s'organiser. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est aussi urgent de nous organiser. L'exposition que nous présentons au pavillon français se nomme Lieu infini et nous avons souhaité partager l'expérience de 10 lieux présents en France qui pour nous sont des lieux pionniers, des lieux qui s'engagent dans ces transitions nécessaires, qui essayent avec leurs moyens, leur vision, leur énergie, leur courage surtout de faire autrement parfois à la limite de la légalité car le droit est toujours en retard sur la société, ça c'est très important de le dire et de le redire, mais qu'on n'a pas le choix de s'engager dans ces pistes-là. Ces lieux sont de nature différente, de taille différente, et nous avons souhaité les présenter dans une exposition qui à la fois les raconte, les décrit, les partage, fait comprendre aussi pour nous un des enjeux de l'architecture qui aujourd'hui ne doit pas être uniquement celle de concevoir des bâtiments et des enveloppes, mais de s'attacher à ce qu'on peut faire dans ces lieux-là. Et donc c'est le sous-titre de l'exposition, construire des bâtiments ou des lieux. Voilà, on pense qu'on est un croisement, en tout cas c'est la proposition que nous faisons avec beaucoup de modestie d'interroger dans une biennale d'architecture.
Une biennale d'architecture qui est un endroit assez exceptionnel où l'on peut se réunir, où des gens du monde entier sont amenés à se croiser. Et donc nous avons aussi souhaité, dans le pavillon français, faire un lieu de travail, un lieu de réflexion, pour qu'au-delà de l'exposition qui pose un sujet, on continue à travailler et on continue à se retrouver. Et aujourd'hui, ça n'est également un exemple. Donc cet atelier est à destination de tous les lieux et de beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints. Mais nous avons aussi considéré qu'une exposition, une biennale où on paye 25 € l'entrée, c'est un monde clos, c'est aussi un monde un petit peu fermé et on a eu besoin de se connecter aussi à ce territoire vénitien. Et il se trouve qu'au début de l'année, nous avons découvert une jeune association qui, sur l'île du Lido, avait identifié un lieu abandonné, une ancienne caserne du XVIe siècle, qui est un bâtiment incroyable. Et nous avons souhaité, avec cette association Biennale Urbana, proposer, explorer l'idée de faire un 11e lieu infini au Lido à Venise avec des acteurs très très variés. Ce double projet, on va dire, à la fois l'exposition au pavillon français et cet ancrage dans le réel, est très important sur ce que l'on appelle des recherches-actions. Faire une exposition, c'est partager une recherche. Intervenir sur un lieu comme la caserne PP avec le projet Esperanza PP, c'est faire une véritable action, c'est accepter de prendre des risques, de peut-être des fois se tromper, mais de considérer que nous devons aujourd'hui très fortement connecter à la fois nos pensées, nos visions et aussi les modes exploratoires des besoins de transition. Dans ce cadre-là, nous avons accueilli des dizaines et même des centaines de personnes. Nous les avons hébergées. Nous avons fait en sorte que des gens d'univers très différents se retrouvent. Et donc, c'est à cette occasion, avec le patronage et le parrainage des ateliers Médicis, qui sont un des 10 lieux, nous avons invité les bâtisseuses, ce jeune collectif qui travaille la terre et pour qui nous avons beaucoup d'admiration, et à Maniwan, qui sont aussi des explorateurs qui vont vous présenter très prochainement leur travail. Voilà, merci pour cette attention. Merci beaucoup. Donc, on va continuer le long de cette ligne, traverser la lagune, arriver aux autres îles, celle que vous avez vue sur l'image de Google Earth et les photos que Nicolas vient de nous montrer, où s'est déroulé ce workshop en début d'été avec un groupe d'étudiants et un projet tout à fait intéressant. Et pour cela, on a d'abord invité le cofondateur du collectif à Maniwan, Feda Wardak, qui va aussi nous parler un petit peu de ce que fait ce collectif, quelle est la vision et quelle est l'intention. Feda, à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer sur la présentation du projet qu'on a construit sur Venise, je vais brièvement vous présenter la démarche du collectif. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre tout le processus de réflexion qu'il y a eu par la suite. Donc, Maniwan, c'est une plateforme qui s'intéresse aux problématiques de territoire et de population à travers le monde. Et cela se traduit en fait par des recherches de terrain, par les différents membres qui ont des origines et un ancrage sur ces territoires-là. Donc, il y a un volet de recherche qui se traduit par la mise en place d'une université alternative où on mutualise toutes ces recherches-là, et également des entretiens avec des experts, que ce soit des artisans ou des théoriciens, sur les territoires directement. On se rend sur place pour mettre en place en fait une publication qui est quasiment annuelle. Cette recherche, en fait, elle nous permet derrière de rendre légitimes des actions qui deviennent contextualisées, en fait. Et c'est là que je vais vous présenter très brièvement 3 cas, un en Afghanistan, un au Bénin et un en Inde, qu'on a étudiés, où on s'est rendu sur des savoir-faire en fait, liés à des systèmes d'adduction d'eau, de pêche, d'agriculture, et qui sont voués à disparaître petit à petit liés finalement à de la standardisation des savoir-faire et des manières de faire. Et pourquoi ça nous a intéressé l'eau? Parce que en fait, il y a une notion qu'on évoque souvent, le bien commun. Et nous, on s'est intéressé à ça. Et sur ces territoires-là, finalement, qui sont affranchis de toute aide des pouvoirs publics, il y a des organisations qui sont autonomes et où en fait les acteurs deviennent plus uniquement consommateurs de la ressource eau, comme on le fait ici, finalement, dans nos villes occidentales, mais également acteurs de la gestion. Et être acteur de la gestion, c'est finalement rendre possible la notion de bien commun, puisqu'on partage la ressource de manière équitable. Et du coup, on s'est intéressé à ces savoir-faire ancestraux afin de les relever et de garder mémoire de ces machines à eau. Et la machine à eau, elle nous a intéressés parce que finalement, elle révèle une technicité. Et révéler la technicité, c'est finalement rendre visible le mode de gestion. Donc, à partir de cette recherche sur 2 années, en fait, on a été invité à participer à ce workshop. Et
tout de suite, nous, l'entrée, elle s'est faite par le matériau eau et la volonté de construire une machine à eau. Donc, la réalité, c'est que le temps a été très court et donc, en amont de notre arrivée sur place ici, avec les bâtisseuses qui ont travaillé autour de la terre, les participants et artisans français qui travaillent essentiellement autour de la mosaïque et nous-mêmes qui travaillons du coup autour de l'eau, on a essayé de mettre en place un récit de projet plutôt qu'une forme figée. Et l'idée, ça a été de ensuite confronter ce récit de projet aux acteurs du territoire et notamment Biennale Urbana. Et donc, le site, on l'a choisi une fois arrivé sur place. Et le site a évolué constamment. Finalement, pour se figer à Sant'Andrea, qui est une île abandonnée, et on a décidé de se mettre au bout du chenal qui traverse cette île et qui donne en fait sur la lagune et est visible depuis l'île du Lido. Donc c'est un espèce de phare visible depuis toute la lagune en fait. Donc essayez de regarder vers là-bas, vous verrez la roue lorsque vous passerez la lagune. Donc le processus de construction a été entamé finalement avec des participants. Et l'idée, ça a été de savoir comment est-ce qu'on transmettait les savoir-faire des uns et des autres envers les participants. Du coup, on a mis en place ce qu'on appelle des postes. Les postes sur un chantier, c'est un savoir-faire. Il y avait un poste autour de la construction en terre, un poste autour de la construction en bois et un dernier poste sur la mosaïque. Agnès vous parlera par la suite de la terre et de la mosaïque. Moi, je vais me concentrer sur la construction en bois. Donc, ça a été 3 éléments principaux qu'on a construits. Une roue, un bassin de rétention et une potence pour permettre que la roue ne tombe pas à l'eau finalement. Et les participants en fait, étaient en roulement autour de ces 3 postes-là, ce qui permettait d'avoir une transversalité et de finalement toucher à tout. La vraie question, ça a été le transport, ce qui a été assez intéressant parce qu'on n'est pas habitué à une logistique comme celle-ci lorsqu'on construit, nous, ailleurs. Là, on habite l'eau et du coup, on doit transporter sur l'eau. Et un radeau a été construit avec un mélange de pas mal de monde qui a participé à la construction de ce radeau pour finalement tout déposer sur l'île de Sant'Andreas. Et l'idée, c'était de révéler la mémoire de ce lieu qui s'était éteinte par ce phare-là. Donc, on a tout posé sur site et le jour du départ, on a fait l'installation. Donc, dans un premier temps, on a couché la potence, on a pris la roue et on l'a mise de manière horizontale, on a fixé l'axe. Et une fois que la roue tournait horizontalement, on s'est dit, bon, ça fonctionne. Et petit à petit, on l'a fait basculer progressivement dans l'eau, jusqu'à que finalement, sur 50 cm, on la positionne sous l'eau. Et à partir de là, on a essayé de mettre en place tout le système qui permet de finalement élever l'eau, c'est-à-dire des petits réservoirs. Et comment est-ce que ça fonctionne en fait? Vu qu'on est à l'entrée du chenal, lorsque les bateaux passent, il y a un courant qui se crée, l'eau rentre dans le chenal et va frapper les pales de la roue. La roue va se mettre en rotation, les réservoirs vont se remplir. En tournant, les réservoirs du bas vont aller en haut et l'eau va se déverser dans le bassin. Sur le bassin, on a mis un trop-plein d'eau, ce qui fait que lorsqu'il atteint une certaine hauteur, l'eau se déverse dans des rigoles de terre. Et finalement, l'idée principale, c'était de soumettre le matériau terre à un processus d'érosion par l'eau. Pour faire un parallèle avec Venise, et Agnès vous parlera plus longuement de cet aspect-là du projet. Et c'est l'installation finale. Donc vous voyez la roue qui fait face à une maison abandonnée. Il y avait pendant un moment l'ambition de fixer une dynamo dessus, de tirer un câble pour que la maison s'allume dès que la roue tourne, de manière assez poétique finalement, rappeler la mémoire de ce lieu abandonné. Et on voit la rigole au bout qui va rendre l'eau à la lagune. Finalement, on emprunte pour rendre, mais à travers la machine, on révèle toute la technicité et du coup le modèle de gestion en fait. Donc Agnès va maintenant vous parler plus progressivement de la suite. Merci beaucoup, Feda. Et en effet, pour plus de détails sur le projet, une artiste qui a participé au projet, qui fait partie du collectif Les Bâtisseuses, elle l'a d'ailleurs rejoint à l'occasion de ce projet, je crois comprendre, Agnès Prévost. Bonjour. Moi, je suis là pour représenter le collectif Les Bâtisseuses. Je vais vous introduire brièvement le collectif pour que vous puissiez un petit peu saisir quels sont ses intérêts. Donc, c'est un collectif d'actrices et d'acteurs, en fait un collectif interdisciplinaire engagé sur les questions de transition écologique dans la construction.
Et c'est un collectif qui a pour souci d'employer en fait des matériaux donc écologiques, ce qui signifie des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés, des matériaux aussi d'utiliser, enfin d'exploiter le réemploi et d'utiliser des matériaux locaux. Et donc l'essentiel de ces membres sont architectes, urbanistes, ingénieurs, mais pas seulement. Moi, je suis artiste en l'occurrence, donc il y a vraiment une interdisciplinarité. Et c'est aussi, on peut effectivement trouver le point commun du matériau terre, qui est très cher aux yeux du collectif et qui fait l'objet de beaucoup de projets et aussi de workshops. Donc les workshops tiennent à cœur aussi au collectif parce que c'est un bon moyen de transmettre des savoir-faire. Donc je vais vous parler maintenant du workshop sous un autre angle que Fedan l'a fait. Donc ce workshop, c'était vraiment l'occasion de penser le savoir et le faire en relation avec un lieu et des temporalités. Donc ici à Venise, on est quand même dans cette situation assez singulière de ce point de vue-là. Et on s'est intéressé notamment à la question de l'érosion, qui est centrale dans le projet. Donc là, vous voyez l'installation complète. Et moi, je vais vous détailler un petit peu les étapes du travail sur la partie en terre, le canal en terre que vous voyez, et ce qu'il y a, en fait, qu'on ne voit pas très bien sur l'image, mais la rigole de mosaïque. Donc voilà, on a pris le parti de faire en relation avec cette question de l'érosion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler en fait avec une dimension imprévisible, c'est-à-dire quelle va être l'action de l'eau sur notre installation. Et ça veut dire aussi admettre un devenir imprévisible de l'ouvrage. Donc sur cette image, on voit bien la rigole de terre et de mosaïque qui est envahie par l'eau. Donc l'érosion dans l'installation, c'est vraiment une force et une sorte de seconde main finalement après notre main à nous, après notre geste à nous de construction. Donc ici vous voyez les canaux de terre et je souligne que la terre est de provenance locale. Elle n'a pas été amenée depuis ailleurs. Et on s'est, comme l'a dit Feda, confronté à la question du transport à Venise, notamment avec la question de l'acheminement de la terre. Alors, je vais introduire cette image. Donc, je voulais parler de la notion d'empreinte que j'ai apportée dans le projet parce que ça fait partie de mon travail personnel. L'empreinte des lieux qui permet d'entretenir un dialogue fécond avec les lieux. Et avec nous, donc dans le cadre du workshop, on avait 2 mosaïstes, 2 apprentis mosaïstes. Et quand on dit ça, en fait, ça résonne tout de suite avec l'histoire vénitienne, avec Venise, comme vous savez, qui est remplie de mosaïques. Donc je me suis posé cette question comme un espèce de postulat. Est-ce qu'on peut faire une empreinte de la ville de Venise en mosaïque? Donc ça veut dire une empreinte qui serait une empreinte avec la matière même de Venise. Donc ça a déclenché en fait tout un processus de travail et des gestes particuliers et un regard particulier sur la ville. Parce que donc faire une empreinte matérielle, ça veut dire aller à la rencontre de cette matière, donc où la puiser. Donc voilà un échantillon de cette matière que nous avons récoltée. Et la méthode que nous avons employée fait écho à la démarche du collectif Biennale Urbana avec qui nous avons travaillé puisque nous avons procédé par promenade. Nous sommes tout simplement promenés, donc comme nous travaillions sur le Lido, ce lieu que nous connaissions peu finalement, très peu, même pas du tout. Nous nous sommes promenés sur le Lido d'une manière très libre, mais d'une manière très attentive, très observatrice de tout ce que l'on pouvait récolter de traces de construction, de restes visibles ou dissimulé du bâti à Venise. Donc ça prend la forme de dérives en fait.
donc récolter de la matière au travers de ces promenades. Donc ce que vous voyez sur l'image, c'est un moment de récolte et c'est un objet de récolte. Donc on était là sur un chantier de construction qui se trouve sur le Lido et on est tombé face à ces pierres qui ressemblent à des pierres naturelles, mais ce n'est pas un poudingue, c'est en fait un artefact et ça s'appelle en l'occurrence un morceau de terrazzo. Et le terrazzo, c'est une technique propre à Venise, c'est une technique vénitienne qui existe depuis très longtemps, plusieurs siècles, qui est très répandue en fait, que vous avez tout autour de vous quand vous êtes ici, à Venise, dans les palais. Donc c'est une technique pour faire des pavements qui consiste à donc, utiliser des fragments de marbre de forme, de taille, de granulométrie variée, que vous jetez sur une base de chaux ou sur un mortier, et qu'ensuite vous venez poncer pour faire un revêtement plat et lisse. Donc ce qu'on voit ici, c'est cette trace-là de l'accumulation en fait, de petits morceaux. Alors, avec le temps, ce n'est plus forcément du marbre. Le terrazzo, la technique du terrazzo a évolué, évidemment, mais elle est encore beaucoup utilisée et beaucoup valorisée par les fabricants vénitiens. Ici, vous avez deux autres morceaux de terrazzo d'une échelle un petit peu différente parce que le premier morceau était de 4 cm et là, c'est plutôt de 10 à 12. Donc vous voyez la dimension aléatoire de la répartition des pierres. Ici, vous avez un morceau, un fragment de pavement qui est aussi partiellement un terrazzo, mais comme vous pouvez le voir arriver, donc la question de la mosaïque, enfin la technique mosaïque. Donc cette mosaïque a été réalisée très visiblement avec un réemploi de petits morceaux, de fragments qui étaient sur place dans le chantier. Et là, je vais faire la jonction avec la technique qu'on a employée durant le workshop. Donc, par cette image, en fait, qui est une image glanée au cours de nos promenades. Et comme vous voyez, les morceaux de cette mosaïque qui est actuellement au Lido, de ce pavement, les morceaux sont agencés de façon aléatoire. Et ce type d'agencement dans la technique mosaïque s'appelle l'opus incertum. Donc, pour ceux qui ont fait du latin, ça veut dire ouvrage du hasard ou ouvrage incertain. Et donc, on a voulu mettre à profit toutes ces observations. Et tous les matériaux qu'on a récoltés lors de nos glanages, nous les avons intégrés donc dans ces canaux de terre qui ont été creusés d'une rigole centrale. Et donc ça constitue cet opus incertum que nous avons réalisé à partir des matériaux glanés à Venise, constitue une sorte de... Donc il n'y a pas de motif, mais il y a quand même un espèce de récit par la matérialité même de Venise, puisque quand vous trouvez un fragment, vous vous posez la question d'où ça vient, comment ça a été fait, voilà. Et ça induit une véritable rencontre avec la géographie, mais aussi l'histoire des lieux. Donc voilà, on a juste repris ce procédé pour parler de Venise. Et ce que vous pouvez apercevoir sur ce cliché, c'est l'intervention supplémentaire qu'on a faite, c'est au niveau des couleurs. Donc comme on a voulu parler de deux mains, la main de l'homme et la main de l'érosion, donc on passe des couleurs terre aux couleurs eau pour parler du processus d'érosion qui va se mettre en place sur l'installation. Donc vous voyez ici, dans la perspective en fait de l'érosion. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci. Je t'invite à rester là. Et je demanderai à l'équipe de nous enlever le pupitre. Et puis j'invite Nicolas à revenir et Feda à revenir. Il faut que j'introduise notre quatrième invité, qui est un autre membre du collectif Les Bâtisseuses, Dunia Fert, architecte. Il faut que je te demande de bouger là. Merci. Juste une question de lumière et de caméra.
Alors, merci pour tout ça. C'est un petit projet bien localisé, très spécifique. Quelqu'un de vous a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, je ne sais plus qui, pour le faire. Mais c'est quand même un projet, une expérience qui a une dimension plus large parce qu'il s'agissait, Dunia, je te pose la question à toi, il s'agissait quelque part de créer un mécanisme pour une initiation au faire des étudiants, quelque part. Quelqu'un a dit on a fait une rotation, ils passaient à travers tous les différents métiers du projet, donc c'était vraiment à la base une excuse un peu pour la transmission du savoir-faire aux étudiants. C'était bien ça? Oui, je pense qu'on était tous vraiment ravis de pouvoir mettre les mains. Oui. On était ravis de pouvoir mettre les mains à la pâte, les mains à la terre et de se reconnecter vraiment à la matière et d'utiliser l'intelligence de la main. Et donc vraiment le but de ce workshop, c'était de raconter une histoire, mais vraiment à travers le matériau et comme l'ont expliqué Agnès et Feda, de vraiment partager cette expérience vécue. Et donc, plutôt que d'être dans une histoire, une narration de la tête, quoi, c'était vraiment d'être dans une narration du faire, du corps, et d'éprouver la matière, en fait, à travers le bois, à travers le terrazzo, à travers la terre aussi, le pisé, et puis de partager cette expérience par le vécu au fil des jours et de s'impliquer vraiment. Et donc il y a une rencontre, en fait, je pense vraiment une question de relier les étudiants, une expérience vécue. Ouais. C'était qui les étudiants? Ils venaient d'où? Pardon? Les étudiants, ils venaient d'où? C'était qui? Il y avait des étudiants artistes et un peu en design, et il y avait une étudiante en architecture aussi. Et puis après, donc là, il y a le collectif Amaniwan et les bâtisseuses, mais il y avait aussi des mosaïstes donc, qui venaient qui venaient vraiment encadrer le savoir-faire de la mosaïque, mais ils venaient aussi en tant que participants au workshop, parce que c'était leur premier vrai workshop. Donc il y avait un peu cette transition aussi de partager un savoir-faire, mais en même temps de découvrir le fait de faire des ateliers. Donc c'était assez chouette. Il y avait vraiment différents membres qui venaient de Clichy-Montfermeil et venaient aussi par les ateliers Médicis. Donc c'était vraiment chouette. Feda, le choix de la matière était un peu obligatoire. On est à Venise, on pense à l'eau, on travaille avec l'eau. Tu as dit dans ton intervention, le savoir-faire de l'eau est à risque. Tu peux nous dire plus sur ça? À ce moment-là, je vais peut-être dézoomer un peu et rentrer plus en profondeur sur des cas spécifiques qu'on a analysés. Et en fait, vous avez vu 3 cas d'études en Afghanistan, en Inde et au Bénin. Et en fait, il y a souvent des éléments extérieurs à des microcosmes qui viennent perturber des équilibres. Et c'est des savoir-faire ancestraux, en fait, qui sont séculaires, voire millénaires pour certains. Et on connaît tous les enjeux liés au dérèglement climatique, la montée des eaux et la sécheresse dans certains territoires. Et en fait, tout de suite, on se rend compte que dans nos villes occidentales, on ne sait pas d'où vient l'eau. On ouvre juste le robinet, elle coule dans les murs, mais on ne sait pas comment se fait sa gestion. Et nous, très vite, on a essayé de comprendre comment la gestion se faisait sur ces territoires spécifiques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des métiers d'artisanat liés à la gestion de cette eau. En Afghanistan, sur les territoires désertiques, il y a le mirob, qui littéralement veut dire le prince de l'eau, et le koreskan, qui est le creuseur de puits. Donc ces gens-là sont sollicités par la société civile pour que l'arrivée d'eau soit partagée équitablement et non pas de manière égalitaire, ce qui est une nuance qui est assez importante. Et ils vont analyser pour ça, avec les habitants, la porosité des sols, la distance à parcourir, la superficie des terres agricoles. Et tout le monde est invité à savoir comment cette eau est gérée, en fait. Et c'est là qu'on est dans le bien commun. J'ai développé un peu plus longuement que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, quand on est arrivé ici, nous, on était dans la continuité de 2 années de recherche sur l'eau. Et il était bien entendu indispensable qu'on travaille sur cette matière. Mais en fait, on n'a pas travaillé, on n'a pas construit l'eau, on a construit un support pour l'eau. Parce qu'à proprement parler, on a construit avec du bois, en fait. Mais l'idée, c'était vraiment de travailler sur la notion de machine à eau, parce qu'elles ont quasiment toutes disparu aujourd'hui. Et pourtant, l'ancêtre de la roue à eau, c'est la noria, qui s'est développée en Mésopotamie et en Syrie, mais qui est venue jusqu'en Italie, en fait, et sous d'autres formes. Elle est aujourd'hui présente aussi au Vietnam, elle est construite en bambou. Donc,
tout de suite, c'était l'eau, et le médium pour exprimer l'eau, c'était la machine à eau, en fait. Il y a aussi un autre matériau, Agnès, tu l'as cité dans ta présentation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est l'érosion. On travaille sur l'érosion comme un matériau de projet, en fait. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on peut considérer l'eau comme un matériau, mais moi, je conçois vraiment l'érosion comme une force. Et du coup, si on veut pousser la métaphore ou la projection jusqu'au bout, comme une main, en fait, comme une main qui va agir sur les bâtiments. Moi, je suis particulièrement sensible à la question parce que j'ai habité à Venise. Et donc, voilà, j'ai été vraiment confrontée à ça sur une période assez longue. Et en fait, j'ai eu assez envie, oui, de placer le faire, le savoir-faire et le savoir même dans une perspective nouvelle qui est celle des défis que Feda vient d'évoquer et qu'on connaît tous. Et je pense que ça nous place tous à différents endroits, de différentes manières, dans des nouvelles perspectives où la question de l'altérité, de l'autre, de l'imprévisible, voilà, nous force à remettre en question, en fait, des choses qu'on tenait pour acquises, et y compris les artistes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai voulu qu'on se prenne au jeu un peu de considérer presque dans une forme d'animisme, on va dire, voilà, que l'eau sa vie, et que du coup, histoire humaine et histoire naturelle se rencontrent, se mélangent. Et ici, pour moi, cette confrontation, elle est à la fois très visible et très forte. Voilà, et c'est pas le cas de partout. Parfois, elle est dissimulée et on ne la voit pas. Mais là, ici, c'est quand même évident. Comment est-ce qu'on approche un lieu délaissé pour y créer un projet d'éducation? Peut-être, Nicolas, puisque vous avez monté plusieurs projets dans cette ancienne caserne, comment est-ce qu'on prend un endroit comme ça, abandonné depuis 20 ans par les militaires, et puis on y réfléchit autour de l'éducation, de la réflexion, du dialogue, de la conversation? Le premier élément, c'est considérer que beaucoup de choses sont là, sont disponibles, et que notre devoir, c'est d'abord de les observer. C'est de passer d'une architecture, de projet où on aurait des intentions à de l'attention. C'est d'abord, face aux défis écologiques, climatiques, se dire, avant de construire des nouveaux bâtiments, regardons déjà ceux qui sont présents, qui sont abandonnés, et dans lesquels on pourrait réinvestir et redonner vie à ces lieux-là. Ça, c'est un point très fort, qui est un point qui localise, qui situe l'architecture. C'est-à-dire que quand on regarde l'existant, quand on fait du réemploi, on ne va pas aller faire du réemploi en important de la mosaïque à 1000 km. On est obligé de faire du réemploi avec les ressources qui sont présentes. Ça, c'est très important parce qu'on est vraiment à l'épuisement des ressources. On est vraiment à un moment de l'humanité où on ne peut plus prélever. Et donc, on est obligé d'abord de faire avec ce qui est là. Et faire avec ce qui est là, ce n'est pas contraire à la création, à la conception de l'architecte, du designer ou de ceux qui sont là pour imaginer le futur. Au contraire, c'est un point de départ, c'est un moteur. Et pour nous, c'est très important de replacer ce besoin d'attention dans un monde où tout s'accélère, où tout va très vite, mais un monde qui est sur la bascule. Et Venise a la puissance de cette métaphore, parce qu'on sait que Venise va disparaître. Est-ce que ça va disparaître, mais c'est une certitude. On ne sait pas exactement quand, mais il suffit qu'une partie des pôles fondent encore, et puis on sait que Venise disparaîtra. Et donc la métaphore que vous filez, que vous utilisez, même à une toute petite échelle, est intéressante parce qu'elle nous parle de ça. Et c'est la puissance aussi des artistes et des concepteurs, c'est de même parfois par le petit parler de quelque chose qui est beaucoup plus grand. J'imagine que la roue, la rigole, la mosaïque, tout est encore en place, mais évidemment, la mosaïque est faite pour disparaître par la force de l'érosion, donc c'est une installation éphémère quelque part. Oui, c'est vraiment cette question du cycle, cette question de tout ce qui est amené à disparaître. Moi, ça me rappelle vraiment, comme tu dis, le fait qu'on est dans une position aujourd'hui, on est dans un moment de l'histoire où il faut vraiment qu'on prenne cette considération et qu'on agisse en conséquence. Et je pense que le récit qu'on a
depuis les temps modernes, sur cette question de la production, justement de créer des nouvelles choses tout le temps, etc. Cet épuisement des ressources engendre aussi une séparation entre la nature et l'homme, et une supériorité de l'homme sur la nature, une supériorité, comme tu le disais, qui entraîne la disparition notamment de Venise, au final. Et donc, reconnecter en fait par des petites actions comme celle-ci, la main et la tête, le faire, et changer de point de vue, permettre d'éprouver par le corps. Je me perds un petit peu dans ce que je veux dire, mais je pense que c'est profondément essentiel aujourd'hui de pouvoir avoir des moments comme ça de changement de point de vue dans lequel l'homme se reconnecte au vivant, se reconnecte à la matière, et donc peut aussi remettre une sorte de vie et de convivialité dans les pratiques actuelles. Si j'entends bien, ce n'est pas juste un projet architectural ou un groupe d'étudiants qui se réunit, mais c'est vraiment un exemple de remise en cause en termes de réflexion du système en fait. Oui, c'est ça. Par une réinterprétation des pratiques, par une redécouverte des matériaux, par une nouvelle approche avec ceux qui nous entourent. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, c'est qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui essentiel sur cette question de la reliance, cette question de recréer du lien donc entre la tête, la main, entre le savoir et le faire, et entre l'homme et la matière, qui a été séparée pendant la révolution industrielle, et puis où en fait finalement l'humain est petit à petit devenu le sujet des machines qu'on a créées, qui nous ont, à la base on a créé ces machines pour nous aider à utiliser cette matière, et puis finalement on est devenu esclave de ces machines au détriment de la convivialité. Et aujourd'hui on essaye de changer ce paradigme, de raconter une nouvelle histoire, de raconter un nouveau récit, et ça passe par une expérimentation à petite échelle dans le vécu, notamment par les workshops, notamment pour un étudiant qui va expérimenter ce faire, et donc savoir au niveau du vécu qu'il y a une autre histoire possible en fait, et de pouvoir concevoir aussi cette histoire dramatique qui est en train de se passer, et de se dire on peut faire différemment, et on a ce pouvoir en fait. C'est récupérer le pouvoir personnel de chaque individu, mais en se reliant au groupe et aussi en se reliant à la Terre. Donc c'est vraiment cette reliance circulaire. Et comme disait Feda, par rapport à cette perte de savoir-faire, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de réinventer des nouvelles pratiques qui s'inspirent de ce qui a déjà été fait, mais dans une nouvelle optique, dans un acte plus politique aujourd'hui par rapport à ce qui se passe actuellement. Feda, est-ce que Amani One est aussi radical que ça dans votre approche? C'est-à-dire, elle est en train de dire essentiellement, nous on travaille sur le système. Il faut y réfléchir totalement différemment. Votre approche diffère ou est parallèle à celle-là? Nous, déjà, on est dans une approche où on veut tout de suite dilater le temps. Et c'est pour ça qu'on passe par la recherche, parce qu'on ne veut pas participer à des choses qu'on dénoncerait sans s'en rendre compte. Du coup, on a aussi bien cet aspect d'enquête de terrain que de lien directement sur les territoires en question avec les acteurs locaux. Et on interroge ces manières de faire. Sur le premier numéro de la revue, c'était vraiment les modes d'autonomie, affranchis de tout pouvoir central, et sur le second c'était l'eau. Et derrière en fait ça nous permet de mettre en place des actions où on tente d'être le plus légitime possible grâce à ce temps de recherche pour savoir dans quoi on se situe en fait. Donc je ne sais pas s'il s'agit de radicalité, et par rapport à ce qui a été dit juste avant en termes d'installation architecturale, je ne pense pas que c'est une installation architecturale parce qu'elle n'a pas d'usage en fait. C'est plus une installation artistique qui est un espèce de qui interroge, qui soulève un enjeu. Et et ça se traduit aussi sur quand on parle de Venise qui disparaît. En fait, l'ambition c'était que la potence soit plus lourde grâce à la terre, et que quand la terre entre en processus d'érosion, la potence soit de moins en moins lourde et que la roue finisse à l'eau, qu'elle disparaisse. Pour des questions de sécurité, Biennale Urbana, bien entendu, nous a dit... et donc oui, on voulait vraiment que la roue finisse à l'eau, qu'elle soit détruite en fait. On ne sait pas au bout de combien de temps, mais qu'il y ait un point de bascule à un moment donné. Donc elle n'a pas d'usage cette roue. Elle est juste, c'est juste
C'est juste pointer un enjeu modestement. Elle a l'usage de la formation des étudiants quand même. Bien sûr. Non, mais je veux dire, elle n'a pas un usage fonctionnel. Ah ouais, absolument. Je suis intrigué par les deux rapports. Tu les appelles revues. Nous, on a vu des photos de livres comme ça. Voilà, des encyclopédies. Qui est le public pour ça? Vous le faites pour qui? L'ambition première, c'était de les traduire dans les langues locales et que l'argent généré par la vente des revues en français permette la traduction de petits fascicules, parce que sur les territoires en question, c'est pas dans les mœurs de lire. Donc c'est réécrire ces choses-là dans les langues locales et de les envoyer. Donc on active ce processus-là juste maintenant, après 3 ans. Et donc c'est destiné aux populations locales. Et ce qui est fait dans le sud algérien va peut-être servir à l'artisan à Djeratoun ou dans le fin fond de l'Afghanistan, et inversement. Donc c'est faire une association de savoir-faire à travers un lien qu'on créerait entre ces microcosmes-là. Nicolas, je vais parler 2 minutes des lieux infinis. C'est le pavillon qui se trouve à la Biennale, le pavillon français de cette année. Votre brochure, celle que vous distribuez, les définit comme des lieux possibles, non finis, difficiles à définir parce qu'ouverts sur l'imprévu. C'est quand même des lieux, ce n'est pas des non-lieux, c'est des espaces, c'est des choses qui existent. Ce qu'on essaie de raconter dans cette exposition et dans la recherche qui a été menée, c'est qu'aujourd'hui, on doit connecter à la fois notre rapport au temps, et l'installation qui a été présentée joue avec le temps. L'érosion, c'est le temps, c'est l'action du temps sur un objet, sur une matière, et cette connexion avec une spatialité. Mais une spatialité pas uniquement d'une enveloppe, pas uniquement dans la perception d'une beauté spatiale, mais vraiment dans ce qu'elle permet comme usage. Et donc ce qui nous intéressait dans cette notion d'infini et dans les lieux que nous présentons, c'est à la fois de montrer en quoi l'architecture a l'obligation ou même le devoir de permettre cette appropriation, et par définition, une appropriation, elle est non définie. Sinon, on vous dit, dans cet endroit, vous faites cette chose-là, dans celui-là, vous faites ça. Et c'est ce que la modernité a cherché à faire. C'est-à-dire que la modernité a séparé les fonctions, a séparé les temps même de la vie, les temps même de la journée, où on travaille à un endroit, ensuite on est chez soi, etc. Et on a le sentiment que cette séparation-là nous a éloignés de beaucoup de choses, notamment le rapport à la matière, et je pense qu'on en parlera juste après. Et donc là, c'est se dire qu'on a l'intuition que le besoin de cette reconnexion complète à l'imprévu, à ce qui nous réunit, à faire que quand vous mettez 10 personnes ensemble, forcément la somme de ces personnes-là va être imprévisible. C'est un lien aussi entre les ressources qui sont pour le coup finies. Là, on est certain, la Terre est une enveloppe finie. Par contre, les ressources collectives sont infinies. Et donc, entre ces deux-là, il ne tient qu'à nous de les développer, de les exploiter, de les partager. Et donc là, on voit bien par les différents travaux que mènent à Magnoane ou les bâtisseuses que c'est vraiment, à une petite échelle, un engagement très fort. Et on voit que les jeunes générations d'architectes ou de concepteurs qui sortent des écoles sentent que c'est dans cet axe-là et que la modernité ou la postmodernité, elle est peut-être dépassée. Donne-nous brièvement 2 exemples des lieux infinis. Vous en avez choisi 10. Ils sont décrits sur votre site et dans le pavillon. Donne-nous juste rapidement 2 exemples pour qu'on ait un peu une idée de quoi tu parles. On peut parler des ateliers Médicis, qui sont un des partenaires aussi de ce travail, qui sont un lieu culturel à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, dans une situation périurbaine très complexe, où suite aux émeutes de 2005 qui faisaient écho à la mort de 2 adolescents poursuivis par la police, différents acteurs du territoire et la puissance publique ont considéré qu'il fallait que la culture aussi s'ancre dans ces territoires-là, qui sont vraiment des territoires abandonnés de la République. Et pour y avoir été de nombreuses fois, cantonnier, c'est vraiment une réalité. Et donc, en quoi la culture peut être un accompagneur, peut être une béquille à ces personnes et à ces territoires oubliés. Et donc, ce lieu nous intéressait de montrer ce lieu-là par son côté exploratoire, son côté symbole, balise, et par la décision aussi de faire d'abord un bâtiment provisoire, de retrouver aussi une espèce de modestie, de simplicité, avant de se lancer dans des grands programmes d'investissement avec des centaines ou des dizaines de millions d'euros, de considérer que ce qu'il fallait, c'est l'action. Et aujourd'hui, on a une société qui s'accélère et on a un temps politique ou un temps de l'architecture qui est en décalage
entre une volonté politique de faire un bâtiment et la livraison de ce bâtiment, il peut y avoir entre 10 et 15 ans. Et en 15 ans, on a des bouleversements de façon de vivre très importants. Et donc, ce qui nous semblait intéressant de partager, c'était cette expérience-là. Un autre exemple, c'est à Marseille, par exemple, la Friche Belle de Mai, qui est une ancienne usine de fabrication d'allumettes, qui est abandonnée, qui est reprise par des artistes, parce que les artistes sont souvent en avance sur la société. Il faut qu'on prenne soin des artistes parce qu'ils nous sont nécessaires. Et quand on est à Venise, on le voit bien. Et donc, ces artistes qui ont cette vision-là avaient occupé ce lieu de manière illégale, et ensuite, c'est devenu un lieu qui s'est légalisé, qui s'est construit, qui a été très fort pour la capitale culturelle et qui aujourd'hui est vraiment un poumon de la culture à Marseille, dans un quartier qui là aussi est très difficile, le quartier La Belle de Mai. Voilà. Merci. Voyons s'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle. Si c'est le cas, levez la main, on a un microphone pour vous. Quelqu'un se lance? Pas trop envie? Alors, je termine sur une question très simple pour Dounia ou pour Agnès, qui est sur la réaction des étudiants. Ils ont passé quelques jours ici, ils ont fait le projet. Le dernier jour, vous avez monté la roue, vous êtes partis. La roue est encore là, les étudiants sont de retour chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quelle est la réaction qu'il y a eu? Une ou l'autre? On n'a pas été en contact de plus avec les étudiants, mais je pense que à la fin du workshop, ils étaient profondément touchés d'avoir vraiment pu mettre la main à la pâte et d'être acteurs en fait, et de savoir qu'ils ont le pouvoir aussi de faire les choses et que c'est pas forcément très compliqué de mettre en place une histoire et de raconter quelque chose. Et je pense que oui, c'était une expérience de savoir, de prendre le parti d'être acteur aussi. Et donc j'espère que de nombreux étudiants par la suite vont pouvoir aussi se poser plus de questions sur ces matériaux, sur l'emploi des matériaux aussi dans les pratiques qu'ils ont dans leur professionnel, dans leur pratique professionnelle, notamment l'étudiante en architecture, de se poser un petit peu plus la question sur comment construire, quel choix des matériaux dans les projets. Et puis pour les étudiantes artistes aussi, je dis étudiante parce qu'il y avait quasiment que des filles. Et puis plus sur cette question de comment raconter une histoire et comment est-ce que cette histoire peut aussi raconter un engagement politique aussi sur la question actuelle. Donc voilà, je ne sais pas, on verra. Je veux bien ajouter une toute petite chose. Je trouve ça intéressant, les espèces de relief que prennent ces questions de transmission. Parce que là, moi, je ne peux pas parler pour les étudiants, mais ce que je peux voir, c'est qu'en fait, la transmission a pris une importance assez cruciale ces derniers temps. Et que je pense que ce n'est pas anodin, en fait. Et qu'on peut regarder les choses du point de vue des gens qui reçoivent la transmission, mais aussi des gens qui la donnent. Et je pense que pour beaucoup, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans cette phrase, mais pour moi, la transmission, elle est devenue cruciale en fait ces derniers temps, et elle correspond aussi à un repositionnement que j'ai, un repositionnement que j'ai dû faire. Et du coup, c'est comme s'il y avait une espèce d'urgence à transmettre cette profonde remise en question qu'on vit tous, chacun à notre niveau, je pense. Voilà. C'est une très bonne façon de terminer cette discussion. Agnès, Dounia, Nicolas, Feda, merci beaucoup. Et merci aussi à la Fondation Bettencourt-Schuller qui a organisé cette session. Dans une vingtaine de minutes, on en aura une autre. On parlera toujours de savoir et savoir-faire, mais on parlera cette fois de terre, de construction en terre, d'architecture en terre. On aura aussi une introduction à la fin de la session au pavillon de la Fondation ici à Homo Faber. Pour l'instant, merci beaucoup tout le monde. Merci.